Elle milite comme elle respire. Elle adore faire des débats et elle aime jouer nue. Elle est performeuse, metteuse en scène, autrice, poétesse. Elle révolutionne le théâtre. Oui, Rebecca Chaillon. Elle fait de ce spectacle vivant un événement qui nous aide à vivre, qui nous aide à résister, parce qu'elle s'attaque à tous nos préjugés, à toutes les dominations, à toutes les discriminations, le racisme, le sexisme, toutes les oppressions. Bienvenue au Théâtre Public de Montreuil, en Seine-Saint-Denis, à la rencontre de Rebecca Chaillon. Bienvenue à l'Échappée. Mon cas vers échapper, changer territoire, jouer une VT, des yes. Je fuis encore, je change de territoire, je croise en chemin des larves, des déesses. Et enfin, je devins feu, je devins rouge, je devins le bois de la quimboiseuse, je devins plume d'arawak, je devins cimetière de mes morts, je devins prière de mes mères, je devins caramel vendu sur un port, je devins beignet en équilibre sur une tête tressée. Je devins alcool dans le gosier de mes pères. Je devins sang noir sur le couteau de l'homme harassé dans sa plantation. Je devins canne à sucre jutant dans la bouche édentée de mes tantes. Je devins soleil et parasol dans un seul mouvement. Je devins îlet au corps d'une femme couchée dont les volcans pointaient en téton. Je devins lave détruisant une ville et des vies. Je devins gorge d'une falaise. Je devins l'arc-en-ciel formé par l'orage de canicule. Je devins sans limite, me répandant et me reformant. Bienvenue à l'Échappée, Rebecca Chaillon. Merci. J'ai voulu commencer en faisant entendre vos mots, parce qu'il va falloir qu'on les imagine comme vous les créez, parce qu'ils naissent du plateau, comme vous dites, du travail, et nous sommes ici au Théâtre Public de Montreuil, au TPN, en Seine-Saint-Denis, où vous inventez vos mots avec les protagonistes de votre prochain spectacle qu'on découvrira en juin prochain, La parabole du seum. Exactement. Voilà, le seum, pas content, hein, on va voir ce que c'est et quelle surprise c'est. Je voulais absolument qu'on ait cette rencontre pour 1000 raisons qu'on va découvrir en chemin, y compris de complicité. Vous avez la Martinique là aux oreilles, on a ce pays ensemble, mais surtout par admiration et par fraternité, solidarité, sororité pour tout ce que vous faites. Nous sommes, en ce mois de décembre, à quelques jours d'un jugement qui vous concerne, qui va arriver le 16 décembre. Il concerne ce qui vous est arrivé quand vous avez vécu un moment de consécration à Avignon, au Festival d'Avignon, dans le IN. C'était il y a 2 ans, en 2023, avec cette création carte noire nommée Désir, qui fait exploser tous nos préjugés, les lignes de couleur, tout ce dont on va parler, le noir, le blanc, et tout ce que ça crée, y compris dans nos inconscients, l'inconscient des discriminations. Et sur Mediapart, un abonné avait dit « La révolution Rebecca Chaillon ». Et ce fut un événement, mais comme Mediapart, Mathieu Magnodex l'a raconté, la fête a été gâchée. Oui, c'est un moment qui est très important. Il faut savoir que je travaille au Festival d'Avignon depuis mes 18 ans, donc depuis bientôt 22 ans. En tout cas, il n'y a quasiment pas un été où j'ai raté ce festival. Et en y travaillant du coup avec un mouvement d'éducation populaire que sont les CMA ou avec mes spectacles. Et c'est vrai que c'est un moment hyper important pour nous, Carte Noire. Et quand dans la salle, on sent des résistances, des insultes, des comportements inhabituels de la part du public, il y a une grande violence. Et puis des attaques et des agressions sexistes et racistes ont lieu sur des interprètes. C'est un moment qui est hyper douloureux pour l'équipe. Pour l'équipe, pour tout ce qu'on avait imaginé, même si
on se sentait bien qu'on allait jouer dans un cadre un peu particulier, mais c'est très violent après 60 dates de tournée, après un accueil public et pro et presse assez intense, de se retrouver dans cette situation-là. Et puis de vivre au sortir du festival, une fois que le festival nous soutient et nomme le fait qu'il y a eu ces agressions-là, sexistes et racistes, le déferlement en fait, de haine sur les réseaux sociaux de la part... Pas seulement sur les réseaux sociaux, y compris dans la rue. Oui. Une actrice a été agressée, oui. Des choses très physiques, y compris des spectateurs, dans le moment, puisque c'est une pièce, on va parler de votre travail, c'est une pièce qui fait bouger, et en l'occurrence, que des actrices noires face à un public blanc, mais à un moment, vous dites ceux qui ne le sont pas, et vous faites vivre la colonisation, vous faites vivre tout ce qu'a créé l'esclavage dans l'imaginaire, et du coup, ça fait surgir, y compris dans la violence. Donc à la fois, vous avez gagné, parce que tout ça surgit, mais vous l'avez payé. On l'a payé, oui. On le paye encore, j'imagine. Mais oui, cette violence-là qu'on a vécue dans la salle et celle qu'on a vécue après, les deux différentes, mais vraiment toujours avec ce même nœud de qu'est-ce que fabrique le racisme, en fait, qu'est-ce qui est à l'œuvre là. Et ça a été un spectacle qui a mis ça à jour. Oui, vous avez été jusqu'au procès, vous les avez poursuivis. Il y en a eu une petite dizaine qui a été identifiée. Finalement, il y en a qui ont eu des rappels à la loi, il y en a qui ne se sont pas présentés. 5 étaient présents à l'audience. Et on se retrouve avec des gens adultes, pas des jeunes qui font les imbéciles, propres sur eux, y compris avec des bons métiers, une femme du 16e arrondissement, etc., et qui arrivent et qui sont obligés d'assumer, voire qui assument. Il y a quelqu'un, l'un d'eux a dit carrément il faudrait les fusiller, qui assument le racisme le plus brut. C'est ça que produit CNews, c'est ça dans la vie réelle. Oui, parce que en plus, les personnes qui ont été là, qui ont été en procès avec nous, contre qui on s'opposait du moins, sont des personnes qui ont toutes commenté des pages internet de Gilbert Collard, de Zemmour, voilà. Et donc ces cyberharceleurs-là, en plus, étaient dans un cadre bien particulier, écrivaient sur des pages qui étaient déjà des pages d'extrême droite. Ce sont des personnes qui, en effet, se documentent sur CNews, qui vraiment plongent complètement dans toute cette droitisation des médias et des prises de parole. Donc, Mediapart a raconté, vous étiez là, vous avez déposé, et vous les avez vus. Oui, en plus c'était la première fois que j'allais au tribunal. Oui. Voilà. On dit la justice comme réparation. Est-ce que vous avez eu un sentiment de réparation? Le jugement va tomber dans quelques jours, le 16 décembre. Ça se fait en plusieurs étapes. Je pense que d'abord il y a eu revivre un peu une forme de trauma, mais se sentir hyper accompagné et voir que la justice, alors je ne vais pas dire pour une fois parce que je ne suis pas au fait de tout, mais la sensation qu'on est pris au sérieux, que Marat Teboul aussi qui porte plainte pour du cyberharcèlement antisémite, et moi, on est pris au sérieux, que quelque chose s'est déjà passé, ces personnes ont déjà été convoquées, perquisitionnées, et que quelque chose est à l'œuvre, et que du côté du tribunal, on cherche bien à comprendre. C'est hyper pédagogique, un procès, j'avais pas conscience, donc cette pédagogie-là, qui est, en fait, quand vous dites ça, qu'est-ce que vous voulez dire? Et ce nous-là, c'est qui ce nous-là? C'est les Français? C'est qui les Français? Enfin bon, d'essayer comme ça de rentrer, de décortiquer ce qui est à l'œuvre là, ça c'était très pédagogique, et il y a une part de moi qui est contente que ce ne soit pas simplement un jugement ou simplement je dis ça et on se défend, et voilà, mais qu'on essaie de décortiquer ce qui est à l'œuvre, ce qui est plus gros là et qui pourrait ne pas être nommé. Donc oui, c'est une part de réparation, puis avoir un avocat comme Raphaël Kempf qui développe, qui justement élargit les choses, voilà. J'attends encore le verdict pour voir si c'est complètement réparateur. Oui. Alors, ce que j'ai lu tout à l'heure est extrait de mots de cette pièce, Carte noire nommée Désir, c'est un des passages Alice 2 qui est traduit en créole dans ce livre Boudin Begin Best of Banane, qui rassemble plusieurs de vos textes, les textes qui accompagnent les créations, qui naissent des créations et que l'on retrouve. Et là, on découvre une poétesse sincèrement formidable, avec une puissance, une force, un imaginaire, une beauté. Alors,
voici comment vous aimez vous définir. J'ai regardé partout, vous mettez le même copier-coller pour vous. Bon, vous êtes autrice, on vient de le voir, metteuse en scène, performeuse. Et après, il y a « Elle milite comme elle respire », adore faire des débats et jouer nu. Et puis après, Scorpion, ascendant Taureau. Commentaire. Commentaire. Je reviens un peu, milite comme elle respire, je sens que évidemment, le fait d'être artiste et d'être tout le temps en production de spectacles, de tout le temps jouer, m'éloigne un peu du terrain militant. Et donc, je reconnais que j'ai dû un peu déserter le terrain, on va dire, de l'activisme concret, ou en tout cas, j'en fais un autre, un hybride avec le théâtre. Et Scorpion ascendant Taureau, alors moi, j'explique ça... les scorpions, moi je viens d'une famille où l'astrologie est très présente, donc c'est comme un vrai langage. Scorpion, ce serait ce personnage, en tout cas, qui m'a été décrit comme extrême, qui va sans cesse détruire pour mieux renaître, une sorte de phénix, quoi, et puis contradictoire, donc tout en train de poser des questions. Et le taureau, c'est la partie, j'ai un tatouage très taureau, flemme. D'accord. Flemme, voilà, c'est en tout cas ancré, quand même, c'est ça qui m'empêche de ne pas complètement vriller, et puis qui aime les plaisirs, qui aime la bonne nourriture, qui aime les belles choses, qui aime profiter de la vie. Donc je dirais un bon mélange des deux là. Vous m'avez moqué off au début parce que je vous ai dit que moi c'était Vierge ascendant Lion, et là j'ai l'impression que c'est pas un cadeau. En fait, non, c'est pas un cadeau, mais ça vous ressemble bien. Oh là là. Bon, mais revenons à la color line, la ligne de couleur, qui est une construction qui est imprégnée. Le blanc, au départ, ça n'existe pas. Le noir, ça n'existe pas. On construit ça et on retrouve ça dans le Code noir de Louis XIV. On retrouve ça dans les textes de Napoléon. C'est une très, très longue durée. Mais ce que vos créations ont affronté, et c'est totalement en résonance avec quelque chose que nous vivons à Mediapart actuellement, c'est comment c'est trimballé dans l'inconscient du langage. Sabrina Cassa, qui est chargée de ces questions de racisation chez nous, dans notre langue, dans notre écriture et tout, a lancé tout un travail pour nous bousculer nous-mêmes, à Mediapart, sur la langue, sur comment le mot noir est un mot dépréciateur, et comment, en revanche, le mot blanc est utilisé autrement. Je vous en donne quelques exemples, parce que tout ça a donné lieu à un travail collectif, où on retrouve, évidemment, là, il y a la carte blanche, il y a le blanc-seing, mais de l'autre côté, il y a série noire, marché noir, point noir, mouton noir, et elle cite, vous connaissez cet auteur, Michel Pastoureau, qui a travaillé sur justement la couleur, et qui dit les couleurs ne sont jamais anodines, elles transmettent des tabous, des codes, des valeurs et des préjugés qui pèsent sur notre vie quotidienne, notre langage et même notre imagination. Il n'y a pas seulement le contrôle au faciès, la discrimination violente, brutale, qui est une réalité quotidienne vécue dans les quartiers, par notre jeunesse, et c'est terrible. Mais il y a, y compris, et c'est ça que votre théâtre fait surgir, c'est qu'est-ce que vous trimballez dans la tête, là ? Oui, tout ce dont on a été nourri partout. Et le langage, c'est vraiment très très fort, parce que quand on n'a pas les mots pour décrire quelque chose, si on ne met pas les mots sur ce qu'on vit, il ne se passe rien. Et donc, du coup, toute cette refonte du vocabulaire, toute cette recherche qui est à l'œuvre, mais qui est au croisement des questions raciales ou des questions de sexisme ou même des questions validistes. On dit, ouais, c'est un autiste ou quoi. Voilà. Notre langage est rempli de violence. Et j'avais une fois rencontré une psychiatre martiniquaise, Jeanne Wiltord, je crois, qui parlait de ça, de la violence qui existait, la violence coloniale qui existait dans la langue créole, par exemple, parce que, au creux de quoi elle est née. Et moi, ça m'intéresse. J'ai jamais, je crois que dans mon parcours d'écolière, j'ai toujours eu une sensation que je ne maîtrisais pas cette langue assez, ou qu'elle était trop confuse dans ma tête. Vous parlez du français ? Du français, oui, pardon. Oui. Cette langue, que je ne serais jamais à la hauteur des grands auteurs, des grands penseurs. Et en fait, à un moment, je me suis dit, mais tant mieux, en fait. Tant mieux, parce que vu que cette langue, elle contient autant de violence et autant de problématiques non nommées, non réglées, autant que je puisse m'en servir pour la défaire et me permettre ça. Je sais que c'est Césaire, moi, qui m'a autorisé ça, d'une certaine manière. On entend ça dans votre poésie, et
Et vous parliez y compris comment la violence intégrée dans la langue, inventée comme une forme de résistance. Le créole est issu de toutes sortes de langues, mais c'est une langue. Et on dit couleur sauvée pour un enfant qui est moins noir. Hein. On intègre cette idée, on intègre cette discrimination qui était une discrimination, il faut le dire, y compris à ceux qui célèbrent encore Napoléon qui est enterré chez nous. Il fait des décrets d'apartheid quand il rétablit l'esclavage. Il interdit les unions. Hein, la couleur est un discriminant. L'apartheid n'est pas inventé seulement en 1948 en Afrique du Sud. Et ce que j'aimerais que vous nous racontiez, vous disiez comment le théâtre vous a happé par l'éducation populaire, par les CMA, comment vous n'avez loupé aucun festival d'Avignon, comment c'est là que s'est construit, on va revenir, quel est le déclencheur, le corps, la nourriture, comment faire du théâtre lui-même une transgression qui n'est pas une transgression pour se faire plaisir, mais pour bousculer et faire surgir généreusement, j'allais dire, les problèmes que nous vivons, la politique au sens le plus fort. Mais comment vous êtes venu à ce que vous avez théorisé dans ce recueil collectif, là, Décolonisons les arts? Vous expliquez votre démarche. Comment ça s'est fait, ce cheminement? Avec votre compagnie, elle va avoir 20 ans dans le ventre. Hein. Ouais. C'est l'année prochaine, elle aura 20 ans. Déjà, j'ai beaucoup fait sans réfléchir. Enfin, en tout cas, j'ai fait avec mon instinct, parce que quand on comprend quand je comprends en tout cas que je peux pas me baser, je peux pas me référer aux mêmes choses que les autres, je comprends que ça marchera pas. En fait, je rentre pas dans plein de cadres et plein de boîtes. Et donc du coup, on fabrique et on voit ce qui se passe. Et mon instinct me fait fabriquer des pièces avec des personnes nées femmes. Et donc, je comprends. En faisant ça, que il y a un problème avec le genre masculin et que je ne peux pas travailler avec des hommes sans être en insécurité, mais je ne peux pas le nommer encore. Ou je comprends que tous mes modèles, dans tous les modèles, les artistes auxquels je réfère dans ce livre, comme Rodrigo Garcia, Romeo Castellucci, Valère Novarina ou quoi, je me rends compte que c'est tous des personnes qui ne me ressemblent pas et que du coup, il y a quelque chose qui dysfonctionne et qu'il va falloir... c'est pour ça que je suis en échec perpétuel, quoi. Enfin, une forme d'échec par rapport à moi. Et le moment où je comprends, je pense que ça se situe autour de 2014, autour du travail d'Amandine Gay. Et vous l'écrivez là, vous dites oui. Je performe toujours à l'endroit qui me gratte et qui me dédouble. Mon identité, mes identités. Ce que j'ai palpé de mes dernières rencontres dans le monde de l'antiracisme politique via les rencontres avec Amandine Gay, Sandra Sainte-Rose, le camp d'été décolonial, je l'ingurgite avec reconnaissance. Vous expliquez après pourquoi le terme racisé, il faut l'assumer, il clive, il fait mal, hein, et comment l'enjeu, digérer, sortir de France, revenir en France, en revenir de la France, la désoccidentalisation est en cours. Oui. Bah, c'est une énorme claque, en fait. C'est une énorme claque, mais salvatrice, d'un moment, se dire, en fait, j'appartenais à ce système-là, je vois ce qui est à l'œuvre, on me donne des grilles de lecture comme si on me filait des lunettes d'un seul coup. Donc, évidemment, ça active fort. Et produire ce texte, par exemple, c'est la première fois que je me dis, c'est la première commande d'écriture un peu qu'on me fait officielle. Et donc de devoir être à la fois en train de raisonner, de faire un retour sur mon parcours et de pouvoir le décortiquer et dire, ok, en fait, tout ça, c'est ma manière de travailler à la décolonisation de ce milieu-là, mais ça commence par moi. Ça commence par moi, qu'est-ce que j'ai fait, moi, comment je me situe, moi, comment je me vois, comment on m'a éduqué. Donc ça, c'est quelque chose qui reste dans tout mon travail, c'est que je me pose les grosses questions, je ne peux pas les attaquer de front. Je lis beaucoup, mais je ne peux pas les attaquer de front, je n'arrive pas forcément à activer un raisonnement, une théorisation. Par contre, à travers les spectacles, en passant par moi, en passant par ce que je traverse, je suis capable de livrer mes questions d'une manière qui crée du dialogue ou du débat. Et ça, c'est ce que je comprends quand je produis ce premier texte-là. Moi, je pense que vous les subvertissez les textes. Justement, vous n'êtes pas dans une sorte de soumission, de domination, etc. Et par le fait d'assumer cette idée que l'intime
introduit à la politique, que le corps introduit à une sensibilité, une politique sensible. Et ce qui est très fort, je trouve, c'est en partant de la question du racisme et de la question de l'impensé colonial qui est toujours là, en fait, vous montrez comment, là, on est au noyau dur d'une question universelle, car vous affrontez tous les rapports de domination, les rapports de sexe, de genre, la famille, enfin, le plus possible. Et c'est pas fini, il y a encore beaucoup de créations à venir. Oui, c'est sûr, il y a beaucoup de chantiers à venir. Mais je me suis aussi aperçue des endroits où il me manquait beaucoup de lecture, de formation, et les endroits où je pouvais avoir des privilèges, notamment sur les questions de handicap ou de neurodivergence, et de me dire, ah oui, en fait, cette succession de situations que je peux vivre en étant une femme noire, grosse, lesbienne, ne m'empêche pas de devoir être au travail, et notamment en plus quand on a un bout de pouvoir, comme celui de pouvoir mettre en scène et d'engager des personnes, ou d'être visible, d'avoir des espaces de parole, d'avoir là, par exemple, ce moment d'entretien, c'est une forme de grand luxe, je trouve. Et bien, c'est important de se dire que le travail est loin d'être fini et qu'il y a encore beaucoup de choses à remettre en question encore. Donc voilà, moi je travaille à cet endroit-là en me disant que j'ai encore beaucoup de boulot, beaucoup de lectures à faire, beaucoup de choses à apprendre des autres, et peut-être aussi des besoins de disparaître des fois pour mieux. Enfin, je ne l'ai pas lu jusqu'au bout, mais cette chose de renoncer au pouvoir parfois, de savoir disparaître pour laisser une vraie place à d'autres récits. Mais vous venez de dire mettre en scène, et en fait, pour que celles et ceux qui n'ont pas encore vu vos spectacles comprennent, en fait, vous êtes dans une tradition, et maintenant vous en êtes un symbole, qui met en révolution cette notion du metteur en scène, qui faisait disparaître l'auteur, et puis qui était en surplomb et en situation de pouvoir. C'est ce qu'un auteur que vous connaissez sans doute, puisqu'il en a fait 6 livres, puis un essai après, Bruno Takels, qui appelle ça les écritures de plateau, et avec comme symbole celui qui vous a libéré, comme rencontre, j'allais dire, qui vous a dit, vous allez nous raconter comment vous avez découvert son théâtre, Rodrigo Garcia, qui est un Argentin devenu espagnol, qui a un temps été à la tête du théâtre à Montpellier, et qui a assumé cette dimension-là, où au fond, la création, le texte, l'élaboration de la mise en scène, c'est un chantier permanent qui se fait en plateau. C'est le plateau qui, au fond, va être le lieu de l'écriture. Oui, c'est vraiment ça. Et puis après, c'est aussi un poète. C'est ça qui était intéressant, c'est qu'on a à la fois cette chose de plateau très forte, de fidélité avec les acteurs et de grande... une folle confiance en fait de ce qui se passe au plateau, parce que pour aller travailler les images qui lient le travail sur scène, il y a vraiment cette chose-là forte, quoi, de personnes qui est vivant au plateau, qui est vivant sur scène et qui va faire des choses qui sont loin pour moi de ce que j'imagine du théâtre. Et puis en même temps, il y a le poème, parce que Rodrigo Garcia, c'est un auteur aussi qui est très intéressant, très fort, très politique, mais qui travaille avec le banal, avec le quotidien, avec une forme d'intime. Et la rencontre de ces deux choses-là, moi, me bouleverse. Et surtout, elle vient me donner une issue. En fait, elle ouvre une boîte dans ma tête, une boîte ou un chemin, qui me dit « Ok, c'est possible. Si je ne fonctionne pas, si moi, ça ne fonctionne pas pour moi, le système de conservatoire, d'incarnation, de textocentré, un peu le rapport qu'on peut avoir en France, alors je vais trouver autre chose, et ça m'ouvre grande chance. Mais ce qui me fait marrer aujourd'hui, c'est il y a peu de temps, j'ai vu ce travail de Carolina Bianchi, qui est une metteuse en scène, autrice, performeuse brésilienne, qui jouait il y a peu à la Villette, et qui justement parle de la place que prennent les femmes dans le milieu du spectacle quand elles veulent créer des choses politiques, et qu'elles se retrouvent du coup à ces 3 postes-là, à être metteuse en scène, autrice, performeuse, comme si c'était notre manière à nous de créer actuellement, si on veut créer autrement, et si on veut créer de manière, j'allais dire plus punk, mais c'est pas le bon mot, mais en tout cas plus à notre endroit, il faut qu'on maîtrise à ce moment-là notre corps, et comment c'est nous-mêmes qui nous mettons en scène, comme ça il n'y a plus ce regard de l'autre qui veut décider comment
dire des choses avec notre corps, mais on décide comment on met en scène notre corps, comment on l'éprouve, comment on veut questionner les limites du théâtre ou les limites existantes dans notre société. Et puis, on va être aussi poétesse parce qu'on a des choses qui nous traversent, va falloir transformer dans le langage. On ne peut pas laisser le langage à quelqu'un d'autre. Ça suffit plus de... moi, j'ai monté Molière, par exemple. À un moment, ça suffisait plus de passer entre les lignes de Molière et de me glisser. Il fallait prendre en charge le langage, la langue. Et voilà, et j'admire comme ça... Aujourd'hui, je me force aussi à me dire c'est plus possible pour moi de rester avec que des modèles de grands metteurs en scène européens, de Ostermayer, de Castellucci, etc. Mais c'est qui mes pères aujourd'hui, mes pères metteuses en scène et tout. Donc j'ai découvert le travail de Florentina Holtzinger, de Carolina Bianchi, d'Angelica Lidl, bien sûr. Et d'autres, Janaïna Leite, enfin en tout cas plein d'autrices, metteuses en scène, performeuses qui vont affronter la question sur tous les terrains. Et je me sens voilà, dans cette famille-là. Est-ce que ça veut dire qu'il y a dans la création théâtrale une sorte de masculinisme? Je pense que oui, comme dans tous les aspects de la société. C'est un peu ça, dans tous les aspects. Voilà. Il y a des choses vraiment... comment on dit, aberrante en fait dans notre système où quand on est par exemple, moi je commence le théâtre très tôt, hein, en CE2 quoi. Ouais. Mais bon. C'est-à-dire que tout de suite ça devient votre forme. Ah ouais, en fait j'ai compris plus tard, mes parents m'ont dit, en fait tu faisais déjà ça, de faire des histoires partout, de raconter des trucs, de prendre ta valise et de partir. Je partais déjà en tournée quand j'avais 5 ans. Donc finalement je pense que l'arrivée du théâtre dans l'école me correspond déjà. Et ces chiffres un peu hallucinants du nombre de filles qui pratiquent le théâtre au collège, au lycée, et même au conservatoire, et qui disparaissent. Enfin, je sais pas, quand on voit les options théâtre, je me rappelle d'options théâtre où on était 20 filles et un garçon. Et après... Et d'un seul coup, quand on arrive dans la vie professionnelle, qui dirige les théâtres, qui met en scène, qui écrit, qui a les moyens de production de monter des grandes formes, des grands plateaux, de remplir la cour d'honneur du Palais des Papes, d'un seul coup, tout s'inverse. Bon. Et ça, c'est des chiffres qui sont fous. Donc oui, vraiment, pendant mes années d'études à la Sorbonne Nouvelle en art du spectacle, évidemment que les modèles sont masculins, évidemment que les grandes œuvres, et c'est faux. C'est faux, mais c'est ça qu'on nous... Mais il y a aussi une dimension, il y a, quand je dis toutes les discriminations, il y a aussi, dans ce que vous décriviez, il y a une dimension sociale, c'est-à-dire faire surgir notre ordinaire, notre quotidien, nos mots, notre vie, notre façon d'être. Votre imaginaire travaille aussi avec la chanson populaire, les séries, les objets domestiques, etc. Ah oui. Comment on mange, comment on fait le ménage. C'est le début de Carte Noire. Là, vous êtes là, alors dans un univers tout blanc, y compris votre corps est blanc, et vous vous dénudez progressivement. Et dans cet univers blanc, vous êtes là, et comme d'autres s'occupent des enfants, et c'est l'image qui va faire surgir tous les racistes, parce que vous avez montré tous ces bébés cadom, tous ces poupons comme embrochés, mais embrochés. Quelle image provocante pour montrer ça. Mais derrière, il y a voilà, j'allais dire, notre quotidien, c'est aussi notre merde. Hein. J'ai vu avec Mediapart, on a assisté, accompagné, vous avez fait travailler vos étudiants récemment au Carreau du Temple pour, c'était 40 ans. C'était 40 heures. 40 heures pour vos 40 ans, voilà. Et j'ai vu que les étudiantes et les étudiants utilisaient tout ce que le corps fait, tout ce que le corps produit, était là, et ça fait partie de dire, voilà, on vit avec, quoi. Oui, moi je me suis retrouvée avec cette chose que je nommais tout à l'heure, de sentir mon sentiment d'illégitimité qui est commun à plein de personnes minorisées. Mais ce truc de dire, ok, moi je vais prendre avec ce que j'ai. Et en fait, ces choses qui sont pas censées être, elles sont pas très pures. Oui, en effet, j'ai une connaissance de l'astrologie, j'ai une connaissance des séries télé vraiment bas de gamme dans mon adolescence, voilà, ou un amour pour un amour, en tout cas, beaucoup de joie à voir la culture afro-américaine, afro-états-unienne.
Et voilà. Et donc, qu'est-ce que je fais de tout ça? Parce que c'est pas très pur, si je veux devenir autrice ou si je veux devenir... C'est quoi ce mot pur? Eh ben, je sais pas, je pense que c'est pas le bon mot, mais en tout cas... non, mais dans l'esprit des autres, quand vous l'employez, vous l'employez tel que les autres. C'est ignoble, hein, c'est pas noble, quoi. C'est vraiment... Oui, voilà, c'est pas censé apparaître là. On est là pour parler de ce que c'est qu'un beau texte. Mais c'est bien que vous ayez employé ce mot. Ça veut dire que dans cette norme, on cherche une sorte de référence, d'identité sacralisée. Voilà, on est au cœur d'enjeux politiques. Là. Moi, je me retrouve dans cette situation où j'ai l'impression qu'il va falloir toujours courir derrière et toujours mentir, en fait, pour pouvoir être. Je me rappelle vraiment, dans mes études de la Sorbonne, de comprendre que je n'étais pas à ma place. Et je ne sais pas comment je fais pour me trouver là, parce que je ne sais pas ce qui fait que je me retrouve là, un instant de survie où je me dis non, je ne vais pas rester en Picardie, je sens qu'il faut que j'aille plus loin. C'est en Picardie que vous avez grandi. Hein, ouais, voilà, je suis née à Montreuil, mais j'ai grandi en Picardie, à Beauvais, à Creil. Bon, tout va, enfin, je veux dire, il y a plein de choses qui sont possibles depuis là, mais je sentais que par rapport à ma place de personne noire, je sentais que quelque chose de plus pouvait m'arriver à Paris. Et puis en plus, quand je découvre mon identité, mon orientation sexuelle, je me dis, bon, bah, en plus, Paris vraiment va m'aider. Mais la sensation de toujours devoir courir après les choses, c'est pas tenable, en fait. On est sans cesse essoufflé, sans cesse épuisé. Et donc, il y a ce truc de retourner et de dire, OK, bah, moi, je vais créer quelque chose qui fait que peut-être c'est les autres qui vont courir derrière pour comprendre de quoi c'est fabriqué, de quoi c'est fait. Et ces contre-cultures-là, de télévision, de musique pop, de choses qui ne sont pas censées être validées par la culture dominante, d'un seul coup, les prendre, leur donner forme, les faire dialoguer. Moi, je viens du théâtre forum aussi, donc, ou des mouvements d'éduc-pop, donc vraiment des choses qui sont au contact des publics, qui sont proches. Le public intervient, le public est sollicité, est interpellé, est associé. Voilà, en tout cas des choses qui sont plutôt humbles, je dirais, en tout cas de se déplacer vers et de se rencontrer, d'échanger. Et puis, de l'autre côté, une fascination forcément pour ces choses qui arrivent dans des galeries d'art, des œuvres monumentales, des tableaux, et de me dire, OK, comment je fais le grand écart entre ces choses-là, parce que c'est possible. Je ressens que c'est possible, en fait, si on décortique le travail de Pina Bausch, si on décortique le travail de Rodrigo Garcia. Ce sont des choses qu'on peut faire. Elles sont juste déplacées, elles sont juste obscènes, elles sont juste censées arriver ailleurs. En tout cas, pour le travail de Rodrigo Garcia, elles sont dans l'intimité, on peut faire des choses comme ça. Pour rire, on peut faire des choses comme ça. Et on va les déplacer et écrire avec ces choses qui ne sont pas censées arriver. En fait, on n'était pas censé, apparemment, on n'était pas censé être là. Donc maintenant qu'on est là, on va fabriquer avec ça. Et moi, évidemment, mon outil principal, c'est moi, mon corps, ma vie, mon intime. Donc c'est ça que je me nourris. Et si je le nourris, je suis capable de partager, quoi. On va faire exercice pratique, j'allais dire. Alors, il y a plein de trésors dans le côté participatif de Mediapart. Pour préparer cette émission, j'ai retrouvé, par exemple, j'en citais un qui disait la révolution Rebecca Chaillon. Et là, le plateau, outil moderne d'écriture théâtrale. Alors, cas d'école, on est ici au Théâtre public de Montreuil. Vous êtes en train de travailler avec l'ensemble de celles qui vous accompagnent sur votre énième spectacle. Il y en a plus d'une quinzaine. Oui, je pense que là, oui, on arrive à ça. Quinzaine, les élèves m'ont demandé tout à l'heure. Il y a un site, il faut aller voir tout ça. Alors, la preuve que ça s'invente par le plateau, c'est que vous m'avez transmis la note d'intention. La note d'intention, c'était 3 grosses neuvaines. Et lors de 3 grosses neuvaines, on passe maintenant à la parabole du seum. Et alors, le projet, si j'ai bien compris, on est en Seine-Saint-Denis, c'est la Seine-Saint-Denis le matériau, et c'est comment, à partir de la communauté du plateau, parler au fond des communautés, et de comment dans le 9-3, on vit tout ça. Et je voudrais que vous le racontiez, parce que dans la note d'intention, vous dites dans un entretien combien vous êtes en train de penser, de travailler sur cette création, après avoir traversé l'Atlantique, fait un tour au pays d'origine de vos parents, la Martinique, mais surtout à la Nouvelle-Orléans, aux États-Unis, et vous dites que vous êtes habité actuellement par la peur du fascisme, de l'écophagie. Vous dites, voilà, mon voyage aux États-Unis a avant tout nourri ma peur de la montée du fascisme. Enfin, voilà, racontez-nous ce qui se passe actuellement, qu'on va vous découvrir dans quelques mois, mais comment ça se passe ?
Oui, c'est bon. Déjà, la création, elle se passe à un endroit un peu particulier. C'est que justement, j'ai fait beaucoup de spectacles et qu'il y a eu une fabrication, une grande attente, beaucoup de personnes qui ont été avec et beaucoup de personnes qui ont été contre. Il y a quelque chose d'assez intense qui se crée et moi, d'un seul coup, je suis à vue et il faut aller chercher qu'est-ce qui me motive encore, sachant que je tourne énormément les spectacles. Donc, qu'est-ce qui me motive encore? Et il y a un besoin de repos, il y a un besoin de repli, un besoin de prise de distance, et il y a aussi un besoin de réaliser, peut-être justement, aller au bout de quelque chose et de me dire, tiens, allons-y dans ces fameux États-Unis qui ont nourri mon adolescence, que je critique énormément, évidemment, maintenant. Mais, parce que le seum, c'est l'inquiétude, c'est la ouais, colère. Le seum, c'est en arabe, ça veut dire le venin. Oui, le venin. Et du coup, c'est frustration, amertume, colère, rage. Donc ça concentre tout ça. Mais voilà, en tout cas, ce voyage à la Nouvelle-Orléans, il est pour enquêter d'abord, pour me dire, alors c'est quoi les éléments de survie qui sont utilisés? Et puis me rendre compte que ça fait seulement 1 mois que Trump est revenu au pouvoir et que je m'étais toujours juré de ne pas y être dans ces moments-là. Ce que j'y prends de fort, qui était inattendu pour moi, c'est un rapport au corps. Je pense au corps gros, que d'un seul coup, je réalise les endroits où le capitalisme agit. Puis on arrive, en plus, c'était un moment de vie chère, c'est-à-dire que les œufs sont à $12. Le beurre est à $8, le jus d'orange. Et donc, je me rends compte qu'il y a un vrai questionnement énorme entre comment les gens peuvent consommer, comment les gens sont attaqués sur leur santé, comment le corps en parle. Oui, comment le corps en parle, comment il y a quelque chose qui se dérègle. Alors, c'est clairement écologiquement et tout ça, mais aussi dans nos corps et dans nos... voilà, je me dis, cette dépression qui nous habite et cette peur qui nous habite, elle modifie aussi notre microbiote, elle nous modifie. Qu'est-ce que je fais, moi, de ce corps-là, dans ce pays-là, qui peut être à la fois un pays où on va te demander d'être hyper fit, hyper sportif, hyper en bonne santé, hyper healthy, mais avec des moyens qui sont impossibles, parce qu'il n'y a pas de sécurité sociale, il n'y a pas d'aide. Et puis, dans le même temps, des corps, je vais croiser beaucoup plus de corps gros que je n'en croise ici, mais qui ont eu le temps, du coup, de s'affirmer comme une communauté peut-être plus forte, avec plus d'outils, un peu ce que je ressens maintenant aujourd'hui de la communauté noire. Et ouais, ça me fait un endroit de tilt. Et j'ai pas les réponses, j'ai pas la théorie et tout, mais ce qui va m'intéresser dans le spectacle, c'est justement d'inviter là d'autres personnes grosses avec moi. Enfin non, je suis pas au plateau cette fois-ci, mais d'autres personnes grosses, et de réfléchir à ce que ça dit, à ce qu'on dit de nous, à ce que nos corps peuvent représenter, à y trouver des imaginaires justement, peut-être non pas de dire qu'on est proche de la mort, mais peut-être en quoi nos corps parlent fort de la vie et fort de la lutte. J'ai croisé Paul B. Preciado il y a peu de temps, et que je disais non mais je ne sais pas comment m'en sortir avec mon spectacle. J'ai découvert la science-fiction écrite par des femmes noires. Je suis aux États-Unis. J'ai cette question. C'est un conte, hein, un peu ce que vous voulez faire. Ouais, j'essaye en tout cas de me dire bon, je vais pas rester premier degré. C'est bien d'avoir un conte en appui. Donc je parle de toutes ces questions et il me dit mais Rebecca, c'est simple, c'est la question du vaisseau qui relie tout ça. C'est comment on habite nos corps et comment nos corps, si on les regarde comme étrangers et qu'on les questionne, ces vaisseaux qui nous transportent et qui nous aident à supporter ou à affronter le monde tel qu'il est. Et donc bon voilà, ça rejoignait lui, son travail qu'il peut mener sur Donna Haraway, les questions de corps, de gros, de capitalisme, de qu'est-ce qu'on nous demande de produire quoi comme corps. Et le 93, du coup, ça s'impose un peu parce que j'ai envie de travailler sur le territoire où je suis censée vivre et de me dire comment... ouais, c'est quoi toutes ces personnes, c'est quoi ce que la marginalisation à l'échelle cette fois-ci d'un territoire, et de me dire en quoi nos corps sont liés à nos territoires. Bon, voilà, et je sais que j'aspire fort à trouver, je ne sais pas comment je vais faire parce que c'est pas mon domaine, mais une écriture en lien avec la science-fiction. Et pour aller dialoguer avec ce territoire-là, très terrien, et le ciel. Mais affronter la science-fiction, c'est le bon moment, puisque l'univers de tous ces gens sans limite, extractivistes, masculinistes, colonialistes, impérialistes, c'est la science-fiction. Oui. C'est comme ça qui se voit suprémaciste, qui se voit survivaliste, qui se voit sur Mars. Hein, ils sont dans cet univers-là, fascistes comme Musk et autres. C'est ce monde, la science-fiction, il y a toute une partie de la science-fiction qui est très réactionnaire. Il n'y a pas de limite, il n'y a pas de limite à la puissance, au pouvoir.
C'est vrai. Mais ce qui est drôle, c'est que moi, je ne me suis jamais autorisée à lire de la science-fiction, jusqu'à ce que je comprenne qu'il y a des femmes noires qui ont écrit de la science-fiction ou des personnes queer racisées qui ont écrit de la science-fiction. Et d'un seul coup, de rentrer par ce, justement, encore une fois, bon, c'est un endroit comme le théâtre ou comme d'autres qui peuvent être très dominés par la blanchité, par voilà. Et d'un seul coup, de me dire, ah, il y a des personnes qui s'en sont servies comme qui ont récupéré cet outil très masculin, très voilà, et de s'en servir pour raconter autre chose autrement. Mais ça m'a ouvert des portes incroyables. Donc je ne pense pas que la science-fiction dise l'avenir, mais je pense que c'est quand même un trajet de discussion, un endroit, un processus pour réfléchir le monde qui est génial et qui n'est finalement pas si exubérant, puisque justement Katy Perry fait des voyages dans l'espace et que la colonisation spatiale est à l'œuvre. Et donc je me suis dit à un moment, alors comment nous qui sommes des experts en colonisation, puisque nous sommes des populations colonisées ou qu'on gentrifie notre espace, voilà, comme à Montreuil où nous sommes ici, la gentrification fait œuvre, donc on est encore dans une forme de colonialisme et tout, et comment nous qui sommes experts là-dedans pouvons intervenir contre cette colonisation spatiale. Donc je m'amuse, je me dis aussi qui vont être nos guides, nos dieux ou nos voix célestes pour nous guider. Donc je me dis, trop bien, 93, Aya Nakamura, c'est super. Ou Fatoumata Kébé, dans un autre genre, une astrophysicienne d'origine malienne. On va faire notre cosmogonie. Oui, je me suis dit, voilà, j'ai besoin de... Nouvelles déesses et nouveaux dieux. Exactement, je me suis dit ça. Je me suis dit, j'en ai besoin, là. J'ai besoin qu'on me raconte les choses autrement. J'ai besoin qu'on me raconte mon corps dans l'espace autrement. Donc c'est ça un peu... imaginaire qui nous fasse échapper à tout ça. Voilà. C'est intéressant parce que cette histoire de science-fiction qui retourne, en fait, qui retourne à l'envoyeur. Et je pensais à ça en vous écoutant Preciado parler de ce mot vaisseau qui est polysémique, les vaisseaux sanguins, tout ce qui se charrie dans notre corps, là. Et en même temps les vaisseaux de la traversée. On est dans ce côté, le retour à l'envoyeur, c'est aussi, vous nous avez déportés, on est revenu et on est chez nous. Ouais. On est chez nous et en fait ce territoire-là, on va le raconter, on va lui faire... voilà. Mais là, du coup, la parabole du somme, il faut aussi que je dise que c'est un titre qui vient d'une œuvre d'Octavia E. Butler, Octavia Estelle Butler, qui justement est cette femme afro-américaine qui écrit de la science-fiction et qui est un peu... tellement reconnue là-dedans qu'il y a même une mission spatiale qui s'appelle Octavia et qui écrit la parabole du semeur et la parabole des talents, qui est une œuvre en 2 parties et qui raconte, qui se passe en 2025, écrit beaucoup plus en amont, je pense une vingtaine d'années avant, et qui décrit un monde dirigé par le fascisme, qui prend des décisions qui nuisent fort à l'écologie, qui rend les gens violents et qui crée des conflits énormes qui rend les gens pyromanes aussi. Il y a vraiment tout quelque chose dans le livre où les gens comme ça pillent et mettent le feu, et qui oblige ce personnage de Lorraine qui a 14 ans, qui est une fille noire, fille de prêcheur, à fuir, à trouver des stratégies de survie et qui cherche à faire une communauté, à créer une nouvelle communauté, une nouvelle manière de penser, une forme de nouvelle religion. Et moi, j'étais là, mais c'est incroyable. Ce livre me renvoie à moi, à me dire est-ce que je suis prête à ce qui est en train de se passer? Qu'est-ce que je mets en place? Il y a quoi dans... Elle enterre comme ça un sac dans le jardin avec ce dont elle pense avoir besoin. Et je me dis, et il y a quoi, moi, dans mon sac? Mon sac n'est pas prêt. Il faut que je réunisse d'autres personnes avec moi pour qu'on se fabrique un sac, un spectacle, du coup, où on va pouvoir y mettre dedans peut-être des stratégies de survie qu'on peut partager, mais aussi des expériences justement de colonisation, de domination qui vont nous servir à réagir plus vite, à pas attendre que ça nous tombe dessus. Je me sens assez démunie. Et les spectacles, les spectacles et l'écriture, quand je suis pas trop névrosée, c'est quand même ce qui m'aide à poser comme ça les questions, les doutes, à résister du coup. Ouais. Oui. On en a tous besoin là. Donc rendez-vous en juin, mais dans l'immédiat, vous tournez avec une autre pièce, une autre création, où là vous êtes 2. C'est à Bordeaux, dans
dans quelques jours. C'est prévu aussi en mars à Gennevilliers et à Toulouse. S'appelle La Gouineret, qui n'est pas un lieu, mais qui est un clin d'œil à cette pièce de Tchekhov, qui est La Cerisay, et où votre partenaire, qui est votre partenaire aussi dans la vie, Sandra Calderan, vous êtes ensemble comme un couple à la scène et un couple à la ville, dans la vie réelle. Et elle dit, La Cerisay, c'est la fin d'un monde bourgeois, c'est fini pour nous, et c'est nous qui arrivons. Alors, je fais le pitch de La Gouineret. Donc, il y a La Gouine, c'est comme ça que vous le racontez, il y a La Gouine des villes, c'est vous, il y a La Gouine des champs, c'est Sandra, et vous essayez de faire famille. Vous essayez d'inventer, c'est quoi faire famille, c'est quoi habiter, c'est quoi aménager une maison, c'est quoi... Et vous travaillez cela. Oui, c'était... parce qu'en fait, comme je m'appuie toujours sur les choses qui peuvent m'arriver dans la vie, cette rencontre avec Sandra, qui n'a rien d'habituel et qui va faire comme des mini-explosions, en tout cas dans ma vie, parce qu'elle va y amener justement... à cette question de la famille et de l'amour, qui sont des projets politiques. Et moi, je ne suis pas du tout dans cette pensée-là. Pour moi, oui, c'est super d'avoir des amis, c'est super d'avoir une famille, mais la mienne est cassée, et donc je ne sais pas quoi en faire. Et l'amour, c'est cassé parce que le désir des personnes sur les personnes noires, sur les femmes noires, il est abîmé. Donc moi, je n'ai pas d'espoir. Et là, ça vous est arrivé? Et là, Sandra, de par aussi le temps... qu'elle a pris de réflexion. Ça a été ces gros sujets à elle, de travailler sur les violences sexistes, sexuelles, sur le patriarcat, la charge de travail dans une famille, la charge domestique, voilà. Ça a été vraiment des sujets hyper importants. Elle arrive avec des outils. Et moi, je me dis, mais génial, allons-y. J'ai appris et j'ai envie que d'autres puissent, non pas forcément apprendre, mais se poser ces questions et se dire, en fait, c'est quoi le couple? Et oui, l'amour, c'est peut-être un travail. Et en tout cas, on ne peut pas considérer que juste l'amour va nous sauver. Mais si toi, Sandra Calderan, c'est une personne blanche, elle est plein de choses, hein, mais elle a aussi cette dimension-là, elle a aussi cette caractéristique-là, en plus d'être balance. Et du coup, on doit travailler cette question au sein de l'amour. Ça ne va pas nous suffire juste de nous aimer. Il va falloir pouvoir nommer qu'on est noir, blanche, qu'on n'a pas forcément les mêmes classes sociales, qu'on a des expériences différentes et des croyances différentes. Donc La Gouineret, c'est comme un espace. D'ailleurs, il y a aussi des choses interactives en discussion avec le public. C'est comment on nous a appris à aimer, comment on nous a nommé que la famille devait être, quels sont les modèles qu'on a sans cesse vus à la télévision, en famille, à regarder d'autres familles à la télévision, et qu'est-ce qui a été comme ça, enfoncé comme clou. Il y a un bouquin que je suis en train de lire que j'ai lu le résumé, qui s'appelle Foreverisme, et qui est sur le jour qui ne s'arrête pas, dans la science-fiction, mais aussi dans la vie. Et donc, c'est cette sensation que famille et couple, on nous rabâche énormément de choses comme ça qui ne s'arrêtent pas. Et donc, c'est comment on crée une percée avec notre petite perceuse là, de constructrice et de déconstructrice. Comment on crée un petit rayon de lumière là-dedans. Donc, c'est un bon travail, ce spectacle, pour nous, en tant que couple et en tant que collègues. Moi, j'apprends beaucoup. Et je suis d'accord avec elle sur le fait de faire un peu propagande. De dire... allez-y, peut-être mettons-nous au travail pour créer de nouvelles sortes de familles, de nouvelles manières d'habiter et de nouvelles manières d'aimer. Il y a 2 ans, vous avez fait un texte pour vous préparer à tout ça, quelque part, parce que vous dites à un autre endroit, faire famille, comme faire des spectacles, comme faire des enfants. Voilà, hein, qu'est-ce que c'est? Et c'est un texte où vous avez interpellé votre famille, où vous dites, c'est assez drôle, je vais faire mon Édouard Louis, ou je vais me Sophie Calais, c'est-à-dire faire... On est une écrivaine, une artiste, créatrice et plasticienne, et un écrivain qui ont fait matière, transmis de l'universel à partir de l'universalisable. Je préfère dire universalisable, parce que l'universel, on a l'impression qu'il y a des gens qui en sont propriétaires. Non, c'est la relation qui fait l'universel. Et vous dites, l'intime est politique, on sait ça. Et ma famille, est-ce qu'elle sait ça? Le sujet famille me pique si fort que je crois que je n'ai pas la distance habituelle. Et là, vous avez fait quelque chose d'assez bien dans votre manière. Vous avez, dans cette famille éclatée, morcelée, etc., mais
En fait, il y a des cadavres dans toutes les familles, quand on cherche bien. Vous leur avez envoyé un truc en disant, mais même par texto, coucou, est-ce que tu accepterais pour un article que je dois écrire sur Faire Famille, que je dois rendre aujourd'hui, de m'écrire comment tu décrirais notre famille en un texto, tu veux bien? Vous avez envoyé ça aux familles. Alors certaines réponses vont un peu plus loin qu'un texto. Bien sûr. Puis votre mère vous dit, attends, j'ai mes prières avant, et puis j'ai mon boulot. Ouais. Oui, parce que c'est vraiment deux réalités qui cohabitent. Moi, j'arrive à Paris, comme ça d'un seul coup, le théâtre devient la chose la plus importante, mon travail, toutes mes réflexions partent de là. Et c'est pas le cas de l'endroit d'où je viens. La culture est importante, mais elle n'est pas aussi centrale. Et moi, c'est vrai que je suis très despote et très, voilà, j'arrive avec tout ce que je viens d'apprendre. Il faut absolument qu'on puisse en discuter et qu'on puisse agir et changer les choses. Donc oui, c'était, je ne sais pas, c'est vraiment difficile pour moi l'écriture. Et je me dis, bon, bah, comment je m'appuie sur quelque chose que j'ai besoin d'affronter. Donc là, j'ai besoin d'affronter le sujet famille. Et bon, je peux pas parler de la famille sans eux, sans eux. Donc, leur proposer une petite performance, quoi. Et en plus, cette chose-là se répond, puisque là, pour mes 40 heures, de mes 40 ans, ma famille, une partie de ma famille est venue aussi performer, pour la première fois, incarner. Et je comprends que ce sont des outils pour moi pour réparer, questionner et potentiellement leur partager ce à quoi j'ai eu la chance de goûter. Ou mon frère qui vient, là, cette semaine, visiter le théâtre pendant que je suis au travail pour la première fois avec les enfants. Et je me dis, ah waouh, il a fallu vraiment beaucoup de temps, 20 ans, pour que cette chose-là elle soit possible, pour que je me sens des fois transfuge de classe, mais ça ne doit pas être de classe, mais transfuge, en tout cas, à un endroit. Mais je me suis éloignée et j'ai voulu remettre la même violence que j'avais reçue du système. J'ai voulu la remettre sur ma famille en ne comprenant pas pourquoi ils ne voulaient pas s'abonner à La Déferlante ou à Mediapart, ou pourquoi ce n'était pas leur centre d'intérêt, les spectacles de théâtre, ou pourquoi ils ne voulaient pas tout le temps des livres à Noël, tout ça, quoi. J'ai reproduit cette violence-là, et puis maintenant, l'idée, c'est plutôt comment on cohabite, comment on s'accueille, comment on s'accompagne. Et ça, il n'y a qu'en me proposant des protocoles, des défis, que pour le moment, j'arrive à avancer. Voilà. Alors, dans cet autre recueil, la lettre aux jeunes poétesses, votre lettre, c'est une lettre comme si c'était à vous-même. Ça commence Doudou, ta Martini, vous voyez, lapsus, ta Picardie est-elle toujours verte? Mais ce qui est très fort dans cette lettre, ma chère Barbie noire, etc., vous moquez comme ça, quand tu veux écrire, tu peux. Quand vous dites que vous avez des difficultés, vous dites non, quand tu veux écrire, tu peux. Je voudrais te dire de là où je suis et sans vouloir tout te révéler que ça va aller. Un message de confiance, de résistance, écrit dans la nuit, écrit dans les creux. Le bordel de ta tête est à l'égal du bordel du monde, donc ne bloque pas sur le ménage à y faire. Ne te laisse pas accabler, quoi. Voilà. Juste permets-toi d'en être une témoine un peu astigmate. Voilà. Apprends les autres dramaturgies. Enfin, c'est une lettre formidable d'enthousiasme, vraiment d'envie d'y aller, de faire face. Et ça se termine avec ce mot, la radicalité. Et transforme ton travail en assiette. Parce qu'il y a quelque chose d'important. On a parlé beaucoup du corps. Mais chez vous, il y a quelque chose qui est aussi important, qui est la nourriture. Et en fait, je dis ça sur la lettre aux jeunes poétesses, il y a dans votre travail ne pas perdre l'enfance. L'enfance, on se touche, le corps existe, on vit avec son corps, on n'a pas encore corsé d'interdits, on se baffe, on se met plein de choses, de confiture. Voilà. Et là, il y a chez vous, je trouve, ce bonheur de se dire, mais oublie pas ton enfance. Ouais. Tous ces gens sérieux, tous ces gens qui passent du côté obscur de la force, ils oublient leur enfance. Oui, c'est important. Moi, je vois Mimi Cracra, c'est un dessin animé, vous vous rappelez, ce truc de plonger dans la flaque de boue. Oui. Et en fait, je n'ai pas été interdite de faire ça, à part si ce n'est par tout ce que la société produit d'interdiction et de normes. Là, j'ai vraiment la sensation de dire, il va falloir faire ça, en fait, parce que si on ne le fait pas, si on ne se permet pas de réagir à ce qui se passe vraiment devant nous et qu'on est là en train de contourner ce qu'on voit qui peut nous exciter, c'est compliqué. Donc oui, j'ai envie qu'on se salisse pour mieux se laver. J'ai envie
qu'on essaye des choses pour mieux rater, enfin, je sais pas ce que ça veut dire rater, mais pour trébucher, essayer de nouvelles choses. Oui, j'ai pas d'autre solution, en tout cas avec la manière dont je vis ou dont je suis, je sens que j'ai pas d'autre solution que de fabriquer de l'essai, de fabriquer du défi, de fabriquer, de voir cette vitre et de me dire bon bah je vais aller me cogner dessus pour voir si c'est vraiment une vitre quoi. Donc oui, il y a quelque chose de très enfantin qui veut pas se prendre au sérieux parce que sinon ce serait trop douloureux. Et puis ce rapport à la nourriture, je me dis c'est une chose qui nous traverse tous et qui vient questionner tout le monde à plein d'endroits politiques. C'est à quoi on a accès, qui est-ce qui fabrique quoi, c'est quoi les couleurs, c'est quoi les textures. Enfin, c'est hyper sensoriel et c'est hyper. J'avais besoin de quelque chose qui nous connecte vite et qui était important pour moi. D'écrire un vocabulaire qui n'en était pas, enfin qui en est un pour certaines personnes, mais qui n'en était pas un encore à l'époque pour moi. Donc. Vous avez parlé du poids des œuvres à un moment et vous racontez un endroit, une anecdote où, au fond, vous étiez en Afrique, je crois, et où monsieur qui vous dit mais vous venez d'où? Ah oui. Et vous dites, même si vous n'y avez pas grandi, vous avez retourné depuis, vous dites la Martinique, et cette personne, de manière un peu autoritaire, vous dit vous devriez lire Fanon et Césaire. Oui, c'est parce que en fait, ce qui se passe, c'est que je suis dans comme un forum UNESCO avec des artistes qui vont enchaîner des spectacles et qui représentent plein de différents pays d'Afrique. Et moi, je reviens d'une série de voyages au Burkina Faso à la recherche de c'est quoi ma négritude, parce que je ressens que quand je fais les voyages en vacances avec mes parents en Martinique, les congés bonifiés une fois tous les 3 ans, je vois bien que je ne comprends pas ce que je devrais comprendre, puisque je ressemble aux gens qui sont là, mais je ne comprends pas ce qui m'arrive, pourquoi les rapports changent, je ne comprends pas ce qui est à l'œuvre, quoi. Et ça fabrique chez moi une résistance forte. À un moment, je décide que je n'ai pas envie d'être, je le dis mal, hein, mais j'ai pas envie d'être martiniquaise. C'est pas ça. Je vais être noire autrement. Je peux pas être afro-américaine tout de suite. Donc, on me propose d'aller au Burkina Faso et je dis oui. Et je me réalise dans un endroit où, pour le coup, je suis perçue comme blanche occidentale, en tout cas comme occidentale, et comme plus proche des blancs que des noirs. Mais moi, je réalise la puissance de cette culture. Burkinabé à ce moment-là, de résistance, de Thomas Sankara. Bon, bref, j'apprends énormément de choses. Et je me dis, OK, je vais faire ça. Je vais plonger dans cet endroit-là. Je reviens avec des tenues. J'apprends le moré, j'apprends plein de choses. Et je me retrouve dans ce lieu de culture, voilà, avec tous ces artistes de plein d'endroits. Et je suis habillée en tenue traditionnelle burkinabé, quoi. Et quand il me demande, j'ai honte de lui répondre. J'ai décidé de changer la narration, quoi. Et il me rappelle que je peux être fière. Et que beaucoup de choses qui se passent aujourd'hui en termes de pensée libératrice, des personnes qui ont participé à nous libérer de l'esclavage, du colonialisme et tout, sont des personnes aussi qui ont posé des écrits depuis les Outre-mer, depuis la Martinique. Et donc, je me retrouve face à ces noms-là, qui sont encore d'autres noms masculins, mais qui me donnent des pistes qui sont plus proches de celles dont j'ai besoin. Il y a cette trinité, ce petit bout de tout monde, comme dit Édouard Glissant. Il y a 3 grandes figures, quoi. Aimé Césaire, Frantz Fanon et Édouard Glissant, sur juste la Martinique. Ouais. 3 hommes, c'est une trinité masculine. Ouais. Et du coup, vous nous faites un petit cadeau. Vous avez dit, je vais venir vous présenter, nous, quelques autrices que vous aimeriez qu'on découvre. Voilà. Ah oui, c'est important. Elles sont là, mais surtout, en plus, dans ce trio, en fait, on se rend compte, je ne l'ai pas encore tout lu, mais qu'il y a Suzanne Roussy-Césaire, son épouse, qu'il y a les sœurs Nardal, et en fait, toutes ces femmes qui étaient là, mais qui ont été invisibilisées. Donc, et l'aéroport de la Guadeloupe s'appelle Marie Scondé aussi. Voilà, tout à fait, merci. Voilà. La Guadeloupe, il y a Aimé Césaire à l'aéroport de la Martinique, mais en Guadeloupe, c'est Marie Scondé. Et j'avais vu ça, il y a justement de se dire, je vais me créer un endroit de radicalité de recherche pour savoir comment choisir mes livres, et je m'étais dit, là, je vais aller que dans des autrices de la Martinique en quelques mots, alors, pour se partager. J'ai amené un livre qui m'a bouleversée, qui est de Nadia Chonville, qui s'appelle Mon cœur bat vite et qui justement explore le rituel du carnaval. Enfin, en tout cas, ça se passe dans un carnaval et c'est toute une histoire autour des violences sexuelles et des violences coloniales. Elle fait un hyper beau travail
Alors, c'est pas une autrice, mais c'est un auteur que je désire lire, Michael Roch, qui est un auteur de science-fiction martiniquaise. Estelle Sarabul, de la Guadeloupe, une autrice magnifique. Et enfin bon, en fait, je suis venue avec toute ma bibliothèque. J'ai découvert la librairie Calypso, dans le 14e, qui est une librairie qui est dédiée au 14e arrondissement, dans le 14e à Paris, arrondissement, qui est dédié à toutes ces littératures-là. Voilà, c'est magnifique. Et donc, Jessica Oublié, qui a fait un travail énorme sur le scandale du chlordécone et qui, justement, travaille avec la BD et donc permet que cette enquête hyper fournie, hyper dense soit accessible. Et puis Katie Stewart, voilà, qui est une autrice qui fait de la science-fiction aussi et qui est d'origine martiniquaise. En fait, toutes ces personnes-là, que en plus j'ai la chance. Ah oui, bah celui-là je l'ai pas, donc je l'ai chopé, je l'ai aussi acheté à Calypso. Féfé et Doudou. Eh bien oui, ce sont des autrices qui sont lesbiennes et qui existent déjà et qui écrivent des nouvelles en 1930, 36 quoi. D'accord. Et donc à l'époque de Paulette voilà, Nardal, comme l'a souligné tout ça. René Maran, les autrices orfèvres en la matière décrivent une Martinique qui les a pétries de naissance et qu'elles ont dans le sang. Et je trouve ça fou de me dire mais on a une histoire voilà, qui en plus rassemble là les questions d'orientation sexuelle, d'origine. Je trouve ça génial de pouvoir avoir des prétextes pour rencontrer des autrices. Et en plus, ce sont mes contemporaines, elles sont là, et elles sont en train de lutter, de créer des cabarets en Martinique, des cabarets queer, de créer des endroits de discussion, de participer à des déboulonnages de statuts. C'est hyper important. C'est aussi important ça, et des artistes comme Meryl, Maureen, Cazet, des autrices qui font du rap, de la musique, du bouillon, qui sont en train de ramener les questions des Outre-mer, là, ici, de ramener les questions de violences qui sont vécues là-bas, là, de toute la violence qui est en train de s'exercer avec les armes et les jeunes qui sont en train de mourir en Martinique, les problèmes d'eau dans les Outre-mer, les problèmes de gouvernement, et ouais, c'est hyper important pour moi. Césaire Fanon, super, trop bien, merci beaucoup. Et maintenant, on est là. Il y a beaucoup de gens qui sont là. On passe le relais. Ouais, et pour travailler à ce qui se passe ici en France, il faut être connecté à ce qui se passe là-bas et vice-versa. On ne peut pas se laisser tomber, et ici, et puis en Afrique, et puis dans tous les endroits où il y a des populations minorisées. En fait, ça met du temps à monter au cerveau pour moi, mais si je veux pouvoir lutter depuis ici, il faut vraiment que je comprenne ce qui se passe et ce que d'autres ont fait avant, et qui profite, enfin, depuis la France, elle profite énormément des Outre-mer, de tous ces kilomètres autour des îles et de toute cette puissance qu'elle a militaire. La France, c'est aussi, avec ses Outre-mer, tous les essais de bombes, tous les enfants qu'elle a kidnappés de la Réunion, les stérilisations forcées, tous ces sujets-là que j'ai découverts, c'est comme des bombes dans mon quotidien que je peux plus ignorer. Et mon job, c'est d'essayer de faire ma petite part de récit, quoi, de raconter ça. Pardon, je parle trop. Non, vous ne parlez pas trop, je vous écoute. J'avais prévu du Fanon, du Buisson et tout, mais je les efface. Allez hop, non, mais on les entend souvent. Enfin, je veux dire, ils sont plus là. Je veux dire, ils sont là et ils sont plus là. Du coup, je me dis, voilà. Allez, Non. Ça a marché, tiens Béred. Merci, tiens Béred, mon là. Je vais essayer en tout cas. Merci infiniment, Rebecca Chaillon. De rien. Merci, plaisir. Mediapart.